Oui. Alors, mon petit lapin, on se sent youtubeur élite. On va partir à l'aventure. Cette vidéo est sponsorisée par Decathlon. Bon, mes petits lapins, je vais aller déneiger les panneaux. Eh oui, parce qu'ici, hein, c'est l'adversité. C'est l'homme contre la nature. Voilà, bon, bref. Donc du coup, parce que ça commence à être vraiment dangereux là-haut, parce que quand il y a un petit peu de neige, tu passes un coup de raquette, c'est bon. Sauf que là, mon petit gars, là, c'est pas des petits, hein, c'est comme ça la neige. C'est vrai. Faut la pelleter et tout, c'est l'Everest là. Enfin l'Everest, mais on a quand même de l'oxygène, on a pas besoin de mettre les bouteilles, donc ça va. Donc là, tu vois, je m'attache à la ferme. J'ai un joli petit baudrier. Que putain, j'ai pété le plomb à mettre cette merde là. J'aurais dû en acheter un de ces simples là, que t'enfiles comme un slip là, cette saloperie là, ça fait chier. Enfin, bref. Donc là, je vais monter à l'aventure et bien avec mes outils hein, qui sont ici, mon génialissime outil là de gouttière, ma pelle et ma raclette, je vais aller déneiger le toit. Voilà, et ce sera peut-être la dernière vidéo, la première vidéo sur Odyssée, et peut-être même la dernière. Alors, ne rate rien et abonne-toi. Allez, c'est parti. C'est bon? Ouais. Bon, tu vois mon coco, cette année, ça rigole vraiment pas. Ça neige beaucoup, beaucoup, beaucoup. On a une année là, l'année dernière, tu vois, je me disais, ouais, avec le réchauffement climatique, je vais revendre mon 4x4 et puis c'est bon. Ah, tu rigoles, ouais, tiens. Regarde dedans, mon pote. Ah, mes ouailles! Mes ouailles, elles sont là-bas. Bon, enfin bref, tu vois, c'est enneigé, ça neige, mon 4x4, il n'y a plus que ça qui monte de toute façon. Et là, je suis en train de déneiger mes panneaux. Donc là, tu vois, bon, t'as vu, Agnès t'a montré, hein, avec le ça, avec la pelle. Et puis voilà, et puis je suis encordé. Et puis voilà, et puis ça neige, mon pauvre, laisse tomber, regarde dedans. Allez. Petite vue écorchée de notre ami Frédéric Delavier. Regarde dedans, c'est pas beau ça. Regarde, c'est magnifique. La musculature d'un homme, regarde. Et ça, tu peux les voir en vrai. Hein, tu vas assister à des concours de bodybuilding, mon pauvre. Oh là là, Dieu. Mais c'est magnifique, les amis. Tu vois des hommes magnifiques, des femmes. Oh là là. Oh là là, un jour, dans pas très longtemps, je vais me refaire bien comme il faut. Ça va être tellement beau. Ça va être tellement beau. Le corps, les amis. La beauté et la puissance du corps humain. C'est quelque chose de sensationnel, sensationnel. Allez mon petit David, c'est pour toi cette vidéo. Allez viens, allez, pêche-toi. Bon, j'ai mon petit Dav 19, c'est mon petit chouchou. Et oui, j'ai des petits lapins, j'ai des grands lapins, j'ai mes petits chouchous dedans. Et David 19, c'est mon petit chouchou. Bon, regarde, c'est rare que je vous emmène bien ici, vous y avez vu dans d'anciennes vidéos, tout ça, tout ça. Ici, c'est notre local technique. Hein. C'est ici, donc, on a la plupart des outils qui nous servent à l'autonomie énergétique du logement. Comme vous avez pu le voir dans l'ancienne vidéo, nous avons le WKS avec les 8 panneaux que nous avons sur le toit, 2 batteries lithium. C'est un système dont je suis satisfait. Oui, je suis satisfait de ce système. Nous avons en revanche l'opposé total. Un système dont je suis totalement insatisfait et dont je me serais bien passé économiquement parlant parce que j'aurais pu m'acheter un casse-bois pour mon tracteur au lieu d'avoir un truc qui sert à rien. Et ça, c'est la VMC double flux. La VMC double flux, c'est très bien quand on est écolo bobo raccordé, c'est formidable. Sinon, ça sert strictement à rien. Pourquoi? Parce que, ben, vous savez, en étant totalement non raccordé au réseau, je vais y arriver, eh bien, il y a parfois des moments de blackout. Vous voyez bien, nous, on lutte là contre la nature pour avoir de l'énergie, parce que ben, si on ne monte pas sur le toit pour déneiger, on n'a plus d'électricité, et bien là, oui, c'est à la bougie. Hein. Donc, ça implique des restrictions, et donc toute consommation est chassée. C'est-à-dire que on arrête les consommateurs inutiles. Ou qui consomment trop. Enfin bref. La VMC, si je la laisse en route, à la limite, la journée, elle tournerait, mais la nuit, elle me viderait la totalité de l'énergie. Donc, en fait, je ne peux pas la laisser tourner, sinon elle me fout le système en blackout.
Donc l'hiver, je suis tenu de l'éteindre. Et elle ne tournerait que l'été. Alors l'été, elle aurait quand même le fait voilà, de renouveler l'air intérieur, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Mais concrètement, ça sert à rien d'avoir une double flux pour ça. La double flux, son intérêt, c'est eh bien de revaloriser l'air chaud qui est extrait de la maison pour, eh bien, pour, c'est de revaloriser l'air chaud qu'elle jette pour eh bien, intégrer ses calories dans l'air frais qui rentre. Bon, enfin bref, voilà, ça c'est 1500 balles. Je vous le dis, hein, toujours transparent, ça c'est 1500 balles. Ça sert à rien du tout. À rien du tout. L'été, tu ouvres tes fenêtres. L'hiver, tu fais pareil. De toute façon, nous, on ouvre avec on dort avec une fenêtre à moitié ouverte, sinon il fait trop chaud. Donc voilà, c'est absolument inutile. C'est un système qui est très joli, ça fait très beau, mais je m'en serais bien passé, tu vois. Voilà, donc ça c'est dit. Ça c'est dit. C'est clair, c'est net, clair et net. Et ensuite, voici donc une installation alors, qui nous rend autonome, mais qui nous rend dépendants aussi. Puisque tout ce système de chauffage et d'eau, nous ne le maîtrisons pas du tout. Nous maîtrisons, à la limite, ce que nous maîtrisons, c'est l'accès à l'eau potable. L'accès à l'eau, donc, de par la cuve que nous avons enterrée de 4500 litres derrière, de 4000 litres derrière, et donc une pompe immergée dedans qui alimente un ballon à vessie dans la cave, mais on va aller y voir. Et ensuite, eh bien, cette eau alimente eh bien, ce ballon. Pour l'eau chaude, comme j'ai pu l'expliquer, on a deux systèmes. La cuisinière à bois, bouilleur, ainsi que les panneaux solaires thermiques sur le haut. Donc vous comprenez bien, hiver et eau chauffée par la cuisinière à bois, puisque manque de soleil. Et l'été, eh bien, chauffé par les panneaux solaires thermiques, parce qu'on ne va pas s'amuser à faire la cuisine à la chaudière à bois. L'été, ça nous sortirait de la maison. Je vais vous montrer, parce que c'est ce qui intéressait David un petit peu, la technicité du système. Voilà. Donc, c'est bon ? Voilà, donc système autonome, pas autonome. Pourquoi ? Parce que je suis incapable en fait de maintenir ce système. Hein, c'est un système que je connais, que je méconnais, donc et puis bon, qui nécessite une certaine formation. Hein. Moi, je l'ai pas encore. J'espère peut-être un jour, mais voilà. Exemple, tu vois. Et puis, hop, exemple. Voilà, là, tu vois, regarde. Notre plombier a dû faire un raccord donc avec un joint qui est moyen. Et là, tu vois, on a de l'eau glycolée qui, voilà, tu vois, eau glycolée, voilà. Donc là, tu vois, bah, concrètement, bah, tu vois l'autonomie, eh bien, zéro, parce que il faut aller donc courir après le plombier. Et ça fait un moment qu'on court après le plombier parce que les artisans, bah, ils mettent du temps à venir. Donc tu vois, ça c'est le contraire de l'autonomie. Avoir un système donc dépendant et des gens qui sont trop occupés pour venir te dépanner. Donc là tu vois, je suis pas déçu parce que ce système marche très bien, parce que hormis cette fuite, c'est un truc qui normalement ne nécessite pas trop d'intervention. Mais voilà, dans le cas où j'ai une merde, je suis un peu tout seul quoi. Donc voilà, donc ça c'est emmerdant. Bon enfin bref, l'idée c'était surtout de montrer un petit peu. Donc ici en fait ça c'est le système de pression et de circulation de l'eau glycolée. C'est donc en gros si vous voulez il y a deux méandres, il y a deux serpentins dans ce ballon. Un premier serpentin qui est le circuit pour les panneaux solaires thermiques, et un deuxième serpentin qui est pour le poêle thermobouilleur. Voilà. Et donc pour la cuisinière ça fonctionne en thermosiphon, puisque le système du thermosiphon, c'est l'eau chaude qui remonte et l'eau froide qui descend forcément. Principe du thermosiphon, je vais y arriver, l'eau chaude monte, l'eau froide descend. Donc fatalement, l'eau froide du ballon va descendre à la cuisinière, une fois qu'elle est chauffée, remonte à l'intérieur. Cependant, pour les panneaux solaires thermiques, du fait qu'ils sont sur le toit, il ne peut pas y avoir de système de thermosiphon. Donc on est obligé de forcer le transit du liquide avec un circulateur. Donc ici nous avons un circulateur qui est juste là, qui fait partie en fait du système, et lui est commandé par deux sondes. Et donc on a une sonde qui est dans le ballon et une sonde en fait qui est à l'extérieur sur les panneaux. Lorsque il détecte une différence de température significative entre l'eau qu'il y a dans le ballon et l'eau chaude qu'il y a dans les panneaux solaires, il se met en marche ou non. J'explique.
Tout simplement, voilà, si l'eau est plus froide qu'en haut, eh bien lui il se met en marche de manière à ce que l'eau chaude des panneaux arrive dans le ballon et que ça fasse chauffer l'eau du ballon. Si au contraire l'eau est plus froide en haut, eh bien il s'éteint, puisque sinon ça voudrait dire qu'on va rafraîchir l'eau du ballon. Tout simplement. Ensuite, eh bien, qu'est-ce qu'on a de particulier? Pas grand-chose, si ce n'est que des vases d'expansion. Alors, le principe des vases d'expansion, je le connais, mais alors, te dire pourquoi ils sont là, ça va être compliqué pour moi. Alors, les vases d'expansion, ça permet donc à l'eau, en fonction en fait, de la température à laquelle elle est, elle se dilate ou elle se rétracte. Froide, on va dire, elle a un volume plus faible que chaude où elle se décontracte, on va dire. Enfin, voilà, elle se dilate. Voilà. Donc ça, les vases d'expansion sont là pour gérer en fait le gain ou la perte de volume de l'eau. Et donc on en a un ici et on en a un là-haut pour, à mon avis, le glycol. Enfin, là, je saurais pas dire, j'ai pas envie de dire de conneries, mais à mon avis, oui, ça doit être pour le liquide glycolé. On a une purge aussi qui est ici. Si des fois le système rentrait trop en pression, que ça bouillonnait, si tu veux, et bien cette vanne va normalement ça devrait s'ouvrir et donc injecter le liquide glycolé dans ce réservoir ici. Voilà. Ouais, je pense que c'est à peu près tout. Difficile pour moi de vous en dire mieux. Si là ici c'est un mitigeur thermostatique. C'est-à-dire que ça permet de tempérer l'eau chaude qui va sortir. C'est-à-dire qu'on ne va pas sortir l'eau chaude brûlante du panneau du ballon, on va la tempérer avec de l'eau froide. Donc voilà, ça permet de faire ça. Voilà, bon, écoute, j'arriverai pas à t'en dire mieux. L'idéal, de toute façon, concrètement, ce genre d'installation, je préconise de le faire avec des professionnels. Donc pas forcément passer par un professionnel, mais si vous avez un ami qui est chauffagiste, ou rapprochez-vous de gens qui sont compétents, qui savent parce que là, il y a quand même de la pression là-dedans. Hein. Vous pouvez faire sauter la baraque. Hein. Donc, faites pas de conneries. C'est des systèmes qui sont fiables, qui sont très fonctionnels, mais qui nécessitent une certaine technicité. Faire de la plomberie, amener de l'eau d'un point A à un point B, c'est parfait. C'est très facile. Mettre au point un dispositif de chauffage, c'est une autre paire de manches. Voilà. Et j'en reviens justement à la formation. Plutôt que d'aller faire des formations de permaculture mon cul, de vivre bien-être, de perma humaine ou je ne sais quoi, allez voir Pôle emploi, faites une formation de chauffagiste, vous aurez gagné votre vie. Hein. Parce que déjà, vous serez capable de faire votre propre installation, parce que ça c'est 11 000 euros, ça c'est 11 000 euros que vous mettez de côté. Et en plus de ça, vous êtes capable de le maintenir, et puis je peux vous garantir que dans le coin, vous allez faire du chiffre. Hein. Voilà. Voilà mes petits lapins, je pense que là j'en ai montré un peu assez. On va descendre. Donc là on est dans la salle de bain. Salle de bain, tu sais, j'avais commencé à faire ça. Il nous reste la paroi de la douche à mettre, enfin, on s'en fout, hein, mais je te le dis quand même. Il nous reste la paroi de la douche à mettre. La paroi de la douche elle pèse 1 tonne, donc j'attends que mon collègue vienne nous installer l'escalier. J'ai réussi à trouver un copain qui nous fait un escalier à pas cher. Enfin bref, on s'en fout. On en est sur le chauffage. 2 chauffages, donc 3. La cuisinière à bois donc, qui chauffe l'eau sanitaire, qui chauffe évidemment la pièce du bas. Et ensuite 2 chauffages, dont un dans la salle de bain qui est derrière moi et un autre qu'on verra qui est en bas. Ce sèche-salette est raccordé sur le réseau de chauffage et encore une fois il est en thermosiphon. Il est toujours plus haut que la source de chaleur. Donc, encore une fois, l'eau froide qui est à l'intérieur descend, est chauffée par la cuisinière à poêle bouilleur, et puis elle finit par l'eau froide une fois chauffée par la cuisinière remonte naturellement par le principe du thermosiphon et vient donc rayonner et chauffer la salle de bain. On voit d'ailleurs que le bois a beaucoup travaillé ici, puisqu'il a été séché finalement et bien, par la chaleur du sèche-serviette. Voilà tout ce qu'on peut dire ici. Il n'y a pas grand chose d'autre. Hein. Après, la plomberie, c'est du standard. Là, il faut nettoyer. Hop, et là, tu vois, une salissure, un chiffon. Hop, tu les sors. Hop, magicien. Chiffon. Wouh. Allez, on va continuer sur le chauffage et en descendant le chauffage et la plomberie en descendant au fur et à mesure. Le deuxième et dernier radiateur de la maison, ici. Donc ça, rappelez-vous, c'est un radiateur en fonte que l'on avait fait sabler et que nous avions repeint ensuite avec une peinture anti-rouille. Pourquoi l'avoir pris en fonte? Parce que déjà, j'aime à acheter de l'occasion, parce que les radiateurs en fonte ont quand même plus de cachet que les radiateurs neufs, à mon sens. Et on peut en trouver même des très beaux avec des belles choses et tout, donc c'est beau. Enfin bref. Et parce que donc la fonte fait inertie et permet donc une diffusion de la chaleur plus longue dans le temps.
Comme vous avez vu, par contre, ce radiateur ici est au même niveau que la cuisinière. Il va falloir donc forcer la circulation de l'eau, puisque nous ne pouvons pas bénéficier bien du thermosiphon. Pourquoi avoir installé ce radiateur ici? Tu sais, ça m'a fait penser, tu sais, à les tutos de Gatien. Non, ça faudra que je mette une. Bref. Je vais y arriver. Donc voilà, on doit forcer la circulation de l'eau chaude. Nous avons donc encore une fois, comme nous l'avons vu en haut, un circulateur. Ce circulateur, il est ici. Voilà, il est là. Ce circulateur a une sonde, un interrupteur doté d'une sonde qui prend la température finalement du tuyau de l'eau chaude qui va remonter. Et quand elle est au-delà d'une température qu'on aura réglée ici, eh bien, il va forcer l'eau à circuler dans ce radiateur là-bas, afin déjà de chauffer la pièce, mais aussi de décharger la chaleur du système. De manière, justement, encore une fois, à ne pas rentrer dans des températures excessives et puis à mettre en pression le système et à le dérégler, voire à l'abîmer. En été, par exemple, comme nous avons deux panneaux solaires thermiques et que parfois il y a des chaleurs intenses, il nous faut aussi une nouvelle fois décharger dans ce radiateur. Puisque, oui, on chauffe l'été. On chauffe l'été avec le système solaire. Parce que sinon, on va avoir des températures trop hautes. Donc il y a moyen de l'automatiser en mettant un interrupteur à bulbe dans la partie haute du ballon qui viendrait commander, ce circulateur. Et lorsqu'il détecte une température excessive, le circulateur se met en marche et décharge dans le radiateur. Pour l'instant, c'est pas fait et je ne pense pas qu'on le fasse. Et ce que nous on fait actuellement, c'est quand on se rend compte que les températures, parce qu'il y a un thermomètre évidemment là-haut, lorsque les températures sont hautes, eh bien, nous l'enclenchons aux heures les plus chaudes de notre histoire. C'est-à-dire à midi. Aux alentours de midi, eh bien, on force, c'est-à-dire on le force à se mettre en route de manière à ce que ça décharge la chaleur dans le radiateur là-bas. Voilà, j'espère que ça a été clair. Regardez de nouveau la vidéo si c'est pas clair. S'il y a des plombiers, des chauffagistes qui regardent cette vidéo, je vous encourage à mettre des commentaires qui vont sur Odyssée toujours, à mettre des commentaires ou sur le Discord à débattre là-dessus et puis à expliquer ce système mieux que je ne l'aurais fait. Je vous encourage à le faire. Le débat est ouvert sur le Discord, allez-y, c'est intéressant. Voilà, et puis donc, le maître de la maison, la cuisinière à fourneau bouilleur, donc c'est une vieille Godin que nous avons acheté d'occasion à notre plombier, qu'il avait acheté chez une grand-mère et qui est décédée juste après, donc voilà. Nous, on est des héritiers, il faut le savoir. Donc, dès qu'il y a quelqu'un qui canne, hop, on ramasse tout. Évidemment. Donc voilà. Bref. Donc là, c'est un fourneau bouilleur. Je vais pas faire un tuto là-dessus. Il n'y a rien de compliqué. Tu fais la cuisine dessus, tu te démerdes. Voilà. Par contre, il faut acheter des belles casseroles. Et puis il faut acheter des la fonte, quoi. La fonte. D'où tu fais la musculation. Oh, je fais mes œufs à la poêle. Allez, maintenant nous descendons à la cave afin de voir le début et finalement la fin et finalement le début du système. Donc nous voici au début finalement de l'installation, enfin le début, on va dire que c'est la citerne avec une pompe inox immergée. Donc cette pompe inox immergée envoie de l'eau dans un ballon à vessie. Ce ballon à vessie, alors tape principe physique, principe d'action d'un ballon à vessie, de manière à comprendre comment c'est fait, parce que c'est difficile à expliquer, enfin c'est pas vraiment difficile. C'est un ballon, une vessie en fait, qui est gonflée. Voilà. L'eau est injectée dans ce ballon, enfin dans la cuve, l'eau est injectée dans la cuve dans laquelle donc il y a ce fameux ballon gonflé. Au fur et à mesure, donc il y a une pression, le ballon gonflé d'air est donc mis en pression et forcément, il exerce une force sur l'eau. Et c'est cette force-là qui va générer le débit qu'on va avoir au robinet. Encore une fois, si c'est pas clair, va trouver, il y en a qui vont l'expliquer beaucoup mieux que moi. Ça nous permet finalement d'avoir une réserve de pression. Voilà, une réserve de pression, si tu veux. On a 5 litres d'eau sous pression, et ça nous permet d'économiser finalement la pompe. La pompe, elle se met en route de manière à mettre en pression ce ballon, et une fois qu'elle est mise en pression, ça s'arrête. C'est le même principe qu'un compresseur d'air. 3 filtrations.
Une première en aval donc de notre ballon à vessie. L'eau, tu vois, elle arrive du bergater comme ça, elle est filtrée par un filtre grossier, et ensuite, eh bien, elle arrive dans le ballon à vessie. Quand elle sort du ballon à vessie, elle traverse deux filtres à coton. Alors je mets les mêmes, je m'emmerde pas la vie moi. Ce sont deux filtres à coton qui font, je crois, 5 ou 10 microns, je ne sais plus, on regardera après. C'est 10 microns. C'est assez simple comment je fonctionne. Lorsque j'en change un seul. C'est-à-dire que je vais changer celui-là, j'en mets un neuf ici, et celui-là, je viens le mettre là. Je fais un roulement, si tu veux, voilà. Donc, je n'ai pas d'eau potable au robinet. L'eau potable, je l'ai à la sortie du Berkey. Voilà. Achète-le, les liens sont dans la description. D'ailleurs, British London est beaucoup mieux. J'ai un partenariat avec. Voilà. Donc, voilà comment est-ce qu'on gère. Alors, jusqu'alors, nous n'avons pas eu de problème particulier de santé. C'est un risque, effectivement, que de faire comme ça. On pourrait avoir un système de potabilisation bien plus performant et bien plus sérieux. Je vous réfère donc à la vidéo des ateliers de Nicolas des ateliers du hameau pour avoir des spécificités, enfin des informations beaucoup plus denses et beaucoup plus correctes que ce que je vous donne. Voilà, je pense qu'on en a fini. Encore une fois, ce qui est important pour moi, en tant que, entre guillemets, survivaliste, c'est le stock, l'avance. Nous avons donc de l'avance sur les consommables. Donc tu vois, ici nous avons un stock de filtres à coton. Et nous avons aussi, par exemple, les purgeurs. Ici, nous avons des purgeurs. C'est genre de... Voilà. Donc, alors, quand tu vas changer ton filtre, une fois que tu as remis le filtre ainsi que la coupole, tu as inséré de l'air dans ton système. Donc, ça ne fonctionne pas. L'eau ne peut pas circuler, puisqu'il y a des bulles d'air qui vont bloquer la circulation de l'eau. Il te faut alors purger l'air, c'est-à-dire dévisser cette petite vis afin de faire évacuer l'air. Ces petites vis, c'est du plastique. Et forcément, quand tu vas aller travailler avec un tournevis, eh ben, métal contre plastique, le pot de fer contre le pot de terre, le plastique se ruine. Donc, j'ai des purgeurs d'avance. Alors, je ne sais pas s'ils sont ici, mais j'ai des purgeurs d'avance. Et aussi, les bagues, hein, j'en ai aussi d'avance. Ainsi que des filtres grossiers. Enfin, voilà. J'ai de l'avance sur les choses qui me paraissent fragiles, qui me paraissent sujettes en fait à la dégradation. Et bien voilà, on a fini. On a fini. Ouais, on a fini. Voilà, écoute, si tu as des questions et que je peux y répondre, j'y répondrai. Mais encore une fois, je suis sûr qu'il y a des personnes bien plus compétentes sur le Discord pour répondre à ces questions. Je vous fais plein de bises, mes petits lapins. J'ai vraiment envie de pisser parce qu'il fait froid dans cette cave. Je vous dis à plus tard. Ciao.